C'était mon collègue qui a eu une jeune fille et la pauvre est en détresse maximale, plusieurs tentatives de suicide, de l'automutilation. Et elle allait voir quelqu'un de pas diplômé qui s'autoproclamait thérapeute dans je sais pas quoi. Et elle lui a diagnostiqué des trucs. Alors déjà, nous, en tant que psychologue, je peux te dire qu'on n'a pas du tout la prétention de diagnostiquer. Bah alors, elle qui avait fait 3 jours d'études, elle lui avait diagnostiqué des trucs que tu peux même pas diagnostiquer à 14 ans. Elle lui avait diagnostiqué des troubles de la personnalité. C'est impossible, parce que ta personnalité n'est pas encore totalement construite, on estime que c'est beaucoup plus tard. Et elle lui avait dit, ouais, t'es TDAH, borderline, machin. Déjà, les deux, ils sont différentiels entre eux, tu peux pas spécialement les avoir. Et ça faisait plus de 4 ans que la jeune fille était chez elle. Et elle arrive chez mon confrère, et mon confrère désemparé, il s'est même frité avec la maman au téléphone, parce que la maman remettait en question mon confrère diplômé d'université. Quand même, oui, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire de plus, Tana? Je vais juste faire mon travail, madame. Je vais déconstruire tout ce qui a été fait. En plus, à cet âge-là, t'implantes des graines après. Qu'est-ce que t'en fais avec ça? Si tu t'identifies en plus sur ces mots-là et tout, tu dis. Ils se mettent à mettre des trucs dans la tête aux gens et à diagnostiquer et à faire des trucs que personne fait, quoi. Genre. Mais eux, ils ont le droit. Oui, voilà, c'est ça. Et ils sont intouchables. Et je comprends pas comment ils peuvent être intouchables et à jouer sur autant de plates-bandes dans les angles morts de la réglementation. Je me demande comment c'est possible. Bienvenue dans la saison 2 de Dopamine, le podcast qui invite aussi bien les soignants que les soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste au SMUR et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy. Je suis accompagné de Louis, infirmier en réanimation et également créateur d'une chaîne de vulgarisation médicale Un Homme en Blanc. Nous tournons cette saison 2 dans le magnifique espace Martine Midi de l'hôpital Avicenne de la PHP qui nous a gentiment été prêté pour l'occasion. On accueille aujourd'hui Victoria, psychologue clinicienne en libéral, connue sous le nom de Ma Psychologue sur Instagram. Sur ses réseaux, elle vulgarise la santé mentale de façon simple, très imagée, en répondant à des questions parfois tabous sur la psychologie en général. Bienvenue Victoria dans notre podcast Dopamine. Merci. On va lancer un petit peu le podcast et pour s'échauffer, pour se mettre dans le train, je te propose une série de questions. Okay. Tu vas voir, ça va être des questions courtes. La seule difficulté, c'est que tu ne pourras répondre que par vrai, faux, oui, non. Ok. Sans justifier, en tout cas sans justifier pour le moment. Pour le moment, on pourrait y revenir après, éventuellement, mais en fait, on a tendance à pas revenir. Donc ça, il faudrait qu'on y revienne un peu à chaud tout de suite après, en fait. Oh. Alors. Allez, commence. Tu es prête ? Allez. Un bon psy doit obligatoirement avoir fait sa propre thérapie. Ah, on commence fort, hein. Ouais, faux. Ok. Les psychologues sont tous un peu fous. Oui, vrai. Consulter un ou une psy, c'est avouer qu'on est faible. Faux. Les psys ne font que répéter. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faux. Le burn-out est devenu l'excuse moderne pour ne pas assumer ses responsabilités. Faux. Certains métiers ne peuvent pas se permettre le burn-out, comme les médecins, les enseignants ou les psychologues. Vrai. Les entreprises utilisent des psychologues pour éviter de changer leurs pratiques. Faux. Le burn-out touche surtout les perfectionnistes qui se mettent la pression. Vrai. Prendre un arrêt maladie pour burn-out stigmatise à vie professionnellement. Tu peux répéter ? Prendre un arrêt maladie pour burn-out, ça va te stigmatiser d'un point de vue professionnel. Faux. Les RH instrumentalisent la psychologie pour manipuler les salariés. Parfois, ouais. Le télétravail a créé de nouveaux burn-out invisibles. Oui, vrai. Les femmes consultent plus parce qu'elles dramatisent leurs problèmes. Faux. Tu vois, c'est genre, ça c'est typiquement l'exemple que j'aurais pu donner. La charge mentale féminine est un concept victimisant. Non, faux. Attendez. Les mamans parfaites sur Instagram créent plus de troubles que de vraies difficultés. Que les vraies difficultés. Parfois, oui. Les thérapies cognitives sont du coaching déguisé, pas de la vraie psy. Faux. La psychanalyse est dépassée. Faux. Les psychologues en ligne ne peuvent pas remplacer le présentiel. Ça va dépendre d'un psychologue à un autre. Moi, j'aurais tendance à dire vrai. Les médicaments marchent mieux que la thérapie pour les vrais troubles. Faux. Ouais, c'est pas facile. Hein, ouais, non. Ouais, c'est complémentaire. On retient. On pathologise trop les émotions normales aujourd'hui. Vrai. Les réseaux sociaux ont créé une génération d'hypocondriaques du mental. Vrai. On est pas mal. Hein. Vrai ? Ok. Je serais curieux d'en savoir plus après tout à l'heure là-dessus.
T'as envie de débattre, t'as envie de développer tout de suite Non, c'est bon, on va y aller parce que de toute façon, on le développe après. En fait, tu vas voir, pour choisir les questions, c'est pas nous qui allons te poser les questions, c'est toi qui vas choisir ce qu'on va te demander. Tu ne sais absolument pas ce qu'il y a derrière ces logos, tu tournes la roue et c'est nous qui allons te poser les questions en fonction de ce qu'il y a derrière. Ok, à toi de jouer en plein milieu. Là, j'appuie. Vas-y, Ouais. tu fais ça bien, très bien. Allez, c'est parti. Eh bah, Là, mais... on va rebondir sur la question qu'on t'a posée sur les réseaux sociaux. Ah, grand sujet. Bah justement, en fait, Pense- où tu voulais Non, y non, aller. vas-y, je t'en prie. Les dangers des réseaux sociaux au niveau de la psycho des personnes, tu avais l'air de dire qu'effectivement ça pouvait avoir un impact particulier. Toi, ton ressenti professionnel, c'est quoi là-dessus, pour commencer? Ça a un impact sur les jeunes, ça a un impact aussi sur les parents, du coup. Parce qu'aujourd'hui, les parents, ils sont de plus en plus sur les plateformes TikTok, Instagram, etc. Et dessus, il y a plein de gens qui vont parler de choses qui parfois n'existent même pas. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Parce qu'il y a des choses qui n'existent pas et ça s'invente. Et il y a même des choses qui existent qu'en France. Donc, Comme quoi Vas-y, le HPE, c'est un des trucs qui existe quasi exclusivement en France. C'est le haut potentiel émotionnel. Ça n'existe parce qu'on est français et qu'on est meilleur que les autres. On a toujours Attends, tous oui. un potentiel. Calme-toi, parle pas trop vite. Mais effectivement, en fait, il y a des choses qui n'existent même pas et que les gens vont surpathologiser. Et moi, je suis ci et moi, je suis ça. Et en fait, le problème à ça, que ce soit chez les enfants ou en fait chez les parents, c'est qu'ensuite, ils vont s'identifier à cette, entre guillemets, pathologie. Et du coup, ils vont jamais aller consulter. Ou quand ils consultent, ils vont se dire, oui, mais moi, j'ai ça. Et en s'étant renseigné sur des sites plus ou moins douteux, tu vois, sur les réseaux, etc., etc. Et en fait, arriver en consultation, parfois même 10 ans après, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie gêne à s'être caché, identifié sous ces terminologies-là pendant 10 ans. En fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et quand ils arrivent 10 ans après chez les spécialistes, en fait, que tu te rends compte que c'était pas un HPI ni un HPE, c'était un autisme, c'était un TDAH, c'était etc., etc. Donc en fait, il y a des retards diagnostiques énormes. Juste par curiosité, HPI, je l'ai. HPE, c'est quoi? Au potentiel émotionnel. Émotionnel. Elle l'a dit, mais Ouais, mais ça allait trop vite avec le... Non, mais du coup, non, ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, derrière le fait qu'il par exemple, presque qu'il s'auto-rassure des fois en se disant, si je ressens ça ou tel truc, etc., c'est normal, c'est parce que je suis HPE, du coup, je connaissais pas non plus. Alors qu'en fait, derrière, il y a un vrai trouble. C'est ça que tu dis, que ça retarde. C'est ça. Et je trouve que nous, en consultation, moi, je suis exerce en cabinet libéral, on a beaucoup le HPI. Tu vois, anecdote, une fois, j'ai reçu une patiente, c'était une nouvelle patiente, et elle m'a dit, bonjour, je m'appelle, je l'anonymise, Charlotte. Je suis HPI, je suis HPE. Ça fait partie de leur identité quand ils se présentent à toi. Donc c'est hyper questionnant en fait quand ils se présentent comme ça. T'es à deux doigts de leur dire montre-moi ta carte d'identité. Si c'est ton nom de famille. Grave. Et en fait c'est hyper, ils s'identifient à ça. Et toi tu te dis red flag direct. Et tu te dis non mais là j'ai pas que ce qu'elle est en train de me dire à creuser. J'ai aussi ça, etc. Et sur quoi ils se basent justement pour dire ça selon toi Est-ce que derrière toi tu cherches à creuser en tant que thérapeute, tu cherches à creuser en mode est-ce que tu cherches à reformuler en disant mais HPI comment ça? T'arrives à creuser de où vient leur pseudo-diagnostic, leur auto-diagnostic souvent de ce que tu dis? Il y a deux pistes en général. On a la première piste réseaux sociaux, où là c'est plus de l'autodiagnostic. Et la deuxième piste, malheureusement, vient des professionnels. Les professionnels qui vont sur des voies qui ne sont pas les leurs. Ça peut être des orthophonistes qui vont raconter oui, toi t'es HPI, alors qu'elle n'a pas fait le test de QI elle-même, c'est au neuropsychologue de le faire. Donc parfois, il y a des gros abus de langage et de l'empiètement de territoire sur d'autres professions qui causent ça. D'accord. Et donc, on peut retrouver aussi sur les réseaux, en fait, c'est-à-dire des professionnels de santé qui, sous couvert d'être... infirmiers, médecins, orthophonistes, peu importe, vont effectivement orienter le spectateur, les publics. Les professionnels de santé, après je parle de mon expérience sur les réseaux sociaux, j'en ai très rarement vu qui parlaient de HPI et de HPE. Sauf pour effectivement faire beaucoup de prévention, pour dire attention, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, ne vous identifiez pas à ça et à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux, il y a peu de professionnels, mais dans les faits, dans la pratique, on voit que nos confrères... ils sont, je sais pas si c'est un défaut de formation ou quoi que ce soit, ou si eux, ils se sont fait avoir par la propagande, parce qu'il y a énormément de livres qui sont publiés à ce sujet-là. On sait pas vraiment d'où ça vient, mais on sait pas. Mais c'est bizarre, t'as l'impression qu'il y a une fierté d'être HPI, HPE, parce que tu vois, je m'explique, mais quand tu vois un patient diabétique, il se dit pas, bonjour, je m'appelle Louis, je suis diabétique. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, oui, mais je suis allé en ligne, j'ai regardé tous les tests, et oui, je suis bien diabétique. Alors, je dis pas qu'il y en a pas qui se présentent machin, mais pourquoi est-ce que, typiquement, pour allez, on va aller même jusqu'au TDAH, les TDA... C'est vrai que les TDAH, je voulais HPE, savoir si les TDAH faisaient partie des familles qui étaient faussement diagnostiquées. Les TDAH, on arrive facilement à les voir parce qu'ils arrivent en disant je suis HPI.
Et les parents arrivent en disant mon enfant est HPI, comme si ça camouflait tous les problèmes de ton enfant, en tout cas toutes les difficultés. Ouais, mais pourquoi c'est ça? Ils ont l'impression de se distinguer par rapport aux autres en étant différents. C'est comment toi tu le vois toi Moi, je le vois comme le fait que l'autisme ou le TDAH a bon dos parfois, le HPI a bon dos. Et ça vient... moi, je repère ça plus chez les parents. Ils viennent justifier absolument toutes les conneries de leurs enfants, désolé du terme, mais des fois, c'est complètement débile, par ces termes-là. C'est « oui, mais mon enfant, il est TDAH. Oui, mais à un moment, il n'a pas jeté une règle sur la maîtresse, quoi. » Tu vois? Oui. À un moment, c'est aussi une question d'éducation. Et en fait, ça devient des parents, si on les psychoéduque pas ou s'ils font pas des groupes autour de l'apprentissage et de l'éducation thérapeutique du patient, ils légitiment tous les comportements de leur enfant et machin. Et ça se revoit beaucoup plus du coup chez les parents que chez les enfants, parce que du coup, les enfants, ils se... comment on dit j'ai pas le mot. Bref, par le biais de leurs parents, ils s'identifient aussi à leurs troubles et du coup, ça vient faire une éducation basée sur un trouble, alors que ça n'a pas à l'être en fait. Par mimétisme, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ouais, voilà, c'était ça. Parce que moi aussi, j'ai commencé à changer. Ça me rappelle mon stage en pédopsie, justement. Qu'est-ce que j'ai conclu de mon stage? C'est que grosso modo, avant de soigner les gamins, il faudrait soigner les parents, en fait. Ouais, il y a un dicton en psy comme ça qui dit quand on travaille avec les enfants, il faut travailler avec les parents. Ouais, mais et dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu fais des séances séparées, enfants seuls et enfants avec les parents ou... Moi, j'aime bien faire en une séance. Déjà, j'accueille toute la famille. Ça me dérange pas d'avoir les deux parents dès le début. Au contraire, justement, on est là pour discuter, faire un point ensemble. Et ensuite, je prends beaucoup l'enfant en individuel, forcément, parce que ça reste son espace aussi. Mais je suis très, très ouverte à la fin de la séance à prendre 10 minutes avec le parent. Là, aujourd'hui, on a travaillé ça. Toujours avec l'accord de l'enfant, je raconte toujours, je fais là, je veux dire peut-être ça à papa ou ma maman, est-ce que tu es d'accord, etc. Parfois, l'enfant, il a aussi envie de dire des choses à ses parents, donc là, on joue le rôle de médiateur. Mais on prend souvent 10 minutes à la fin des séances avec les parents pour travailler avec eux. Je trouve que c'est primordial. Ouais, donc toi, tu suis jamais juste les enfants, en fait. Moi, dans ma pratique, non. Mais beaucoup de psychologues ne travaillent pas avec les parents. Ah ouais? Ils travaillent juste avec les... D'accord. Juste avec l'enfant. La roue? La roue, si tu veux. Ah, j'adore la roue. Même chose, nouvelle question. À toi de jouer. Allez. Sachant que voilà, on va tomber sur celui qu'on voulait virer. Mais non, mais qu'on va garder du coup. Et je te laisse. Ça, c'est ton idée. En fait, l'idée, donc tu as tombé sur l'objet. Et l'objet en question, chaque invité est spécifique. Chez toi, on a décidé de choisir un divan, le divan du psy. Le grand classique. Mais vraiment, tu vois, le divan, je trouve qu'on le retrouve de moins en moins. Et pourtant, il y a des collègues à toi qui disent qu'il sert encore, pour certains patients, énormément. Toi, team divan, team pas divan? Je suis pas team divan. Honnêtement, j'ai un canapé, effectivement. Ouais. Mais je suis pas team divan. C'est très rare aujourd'hui, les professionnels qui allongent. C'est extrêmement rare. Ceux qui ont encore la petite méridienne ou le divan avec le petit rehausseur au niveau du cou, le maintien de la nuque, tout ça. Non, on n'allonge plus nos patients aujourd'hui. Ça fait très très longtemps. Ceux qui le font encore, c'est parce qu'ils sont pas tout jeunes, clairement. Ou alors c'est vraiment qu'ils ont été formés par des gros traditionnalistes de la psychanalyse, parce que c'est en psychanalyse qu'on allongeait. C'est ce que j'allais dire. C'est très psychanalyse-là. Ouais. Okay. Non, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on n'allonge plus les patients. Je saurais même pas dire depuis quand. Et du coup, la psychanalyse, puisque tu en parles, moi ça me fait penser spontanément à ça. T'avais l'air de dire que c'était pas dépassé. C'est quoi pour toi la place de la psychanalyse dans la psychothérapie justement? Déjà, pour recontextualiser, en psychologie, on a plusieurs obédiences. Et effectivement, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est, on va dire, la psychologie scientifique, ça reste une obédience. La psychanalyse, ça reste une obédience. La psychologie intégrative, ça reste une obédience. Et en fait, en fonction de chaque obédience, on va retrouver chez les professionnels parfois des cadres différents, une manière différente de travailler. Et du coup, forcément, selon les patients, ils vont préférer ou pas être pris en psychanalyse, ou être pris en psychologie scientifique, ou être pris en intégrative, ou être pris en systémie, etc., etc. Donc c'est plus la volonté du patient que la méthode adaptée à ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin, chercher. En fait, aujourd'hui, en psychologie, la méthode, on a montré que c'était pas elle qui allait primer sur la réussite des objectifs de la thérapie. Donc que tu sois d'obédience psychanalytique, que tu sois d'obédience TCCiste, c'est dur à dire. Bien joué. Ça ne fera pas que tu seras meilleur psychologue ou pas.
C'est vraiment l'alliance thérapeutique que tu crées avec ton patient. Ok. C'est le cadre dans lequel tu exerces. C'est le cadre dans lequel ton patient est, dans lequel il se sent en sécurité. Parce qu'un cadre en psychologie, comme en psychiatrie auprès des psychiatres, c'est quoi? C'est juste tout simplement l'espace dans lequel la pathologie s'exprimera, ou dans lequel la souffrance, en tout cas, s'exprimera. Et là, on se rend bien compte du coup que peu importe l'obédience, on peut être nul, hein, après, on peut avoir zéro outil et être en TCC, etc. Mais l'alliance primera quand même si on a moins d'outils qu'un autre psychologue. On avait, sur le tout premier épisode de la saison 1 de Dopamine, on a invité Michael Wormser-Marger qui a le podcast Les mots bleus. Je sais pas si tu vois. C'est un docteur en santé publique spécialisé dans la santé mentale, justement. Et il nous avait dit dans l'épisode, tu vois, on essaie de parler le psycho au moins une fois par saison. Et il nous avait dit que peu importe la technique, l'objectif c'était de faire parler. Oui. C'est à peu près ce que tu dis. Si je traduis, j'ai l'impression que ça rejoint. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. L'objectif, c'est d'avoir accès à des verbalisations du patient et c'est d'avoir accès à nous, comme on peut le retranscrire en jargon psycho, parce que la façon dont le patient nous s'exprime en face de nous, dans notre tête, on a un traducteur un petit peu. Et on va penser en arborescence, un peu comme les médecins et comme les infirmiers, j'imagine. Et on va directement sortir des phrases qui vont les mener à là où on a directement cerné où était la souffrance. Alors même qu'eux, parfois, n'ont pas saisi où est-ce qu'ils allaient eux-mêmes. Et du coup, oui, dans ça, c'est important de les faire parler, c'est important d'aller chercher les mêmes choses. Et là, peu importe l'obédience, on ira toujours chercher à les verbalisations du patient pour avoir accès à d'autres choses qui nous débloqueront dans le travail qu'on fait auprès du patient. Du coup, la question que je me pose, quand je t'entends, si c'est pas tant l'obédience, si c'est pas tant le courant de pensée, que l'alliance qui va être créée avec le patient ou la patiente, si juste ce qu'il faut, c'est faire parler, c'est quoi la différence avec quand j'en parle avec mon pote, ou j'en parle avec mon conjoint, ma conjointe, pour décharger Ouais, et c'est marrant parce que ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que j'ai eu un patient, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qui est venu me voir en disant moi je viens te voir parce que t'es jeune et parce que comme ça tu peux être ma pote. Oula, toi, est-ce qu'il y a des petits signaux d'alerte, enfin pas en mode il va falloir remettre une barrière ou... Après avec les sujets qu'il voulait travailler, effectivement, il y avait autre chose derrière cette phrase-là, effectivement. Mais oui, non, tu payes pas ton ami. Il n'est pas neutre, ton ami, parce qu'il fait partie intégrante de ton système et l'environnement dans lequel tu vis. Ton ami, il est sympathique, il n'est pas empathique. La différence, c'est que la sympathie, c'est vecteur de soutien en fait à l'autre. C'est vecteur d'une certaine émotion vis-à-vis de l'autre que tu ressens parce qu'il y a un construit derrière, une relation, etc. Alors qu'en médecine, en psychologie, du coup, on est juste empathique entre guillemets. On voit la souffrance à travers les yeux de l'autre, mais sans la ressentir. Il n'y a pas ce côté émotionnel, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit, les psychologues, on peut vous dire, j'ai envie de me suicider, vous direz, ok. C'est parce qu'en fait, grossièrement parlant, on ne ressent pas ce que l'autre vit. Tu fais le constat, tu établis le constat de ce qui se passe. C'est ça, on le ressent absolument pas. Et c'est en ça qu'en fait, même les psychiatres, j'imagine, mais ils entendent des choses aussi. Et on se dit, mais vous êtes insensible. Non, c'est qu'on l'a pas non plus vécu. Et on n'a pas de vécu non plus avec vous. Et tu cherches pas à te mettre 100% à la place de l'autre non plus, du coup. Surtout pas. Surtout pas, oui, c'est ça. Et c'est ça, cette fameuse limite que tu arrives à mettre, parce que je suppose... Ça, je pense que de l'extérieur, c'est une question que beaucoup de personnes doivent se poser. Comment toi-même tu fais pour ne pas pas faire l'éponge, en fait? On fait les éponges. Ouais, mais tu fais les éponges ou régulièrement tu t'essores pour éviter que ça... Tu vois oui, on a toujours des moyens de compensation. Je pense qu'on a tous nos petites routines, ne serait-ce que dans la voiture. On a tous notre playlist. On a tous notre rythme de travail aussi qui fait qu'on arrive plus ou moins bien à couper. Moi, je sais que je fais 2 ou 3 séances de plus par semaine. Ma semaine, c'est un autre mood. Je pense que mon compagnon, il voit pas la même Victoria. On connaît très bien nos limites. Et je sais que si je bosse plus de 50 heures au travail, ça va pas le faire, quoi. Oui, on est déjà après, c'est pas mal. C'est une bonne grosse semaine. Et du coup, je dirais, parce que nous, dans notre métier, quand on a des situations difficiles, etc., donc on a accès à des psychologues, etc., au travail, mais il y a un truc qu'on fait entre nous qui s'appelle le débriefing à chaud et le débriefing à froid. Justement, c'est le fait ne serait-ce que d'extérioriser et qu'on reprenne les verbatims de chacun. En fait, on se fait une séance de débriefing. Et pour le coup, les psychologues du taf, etc., ils nous disent que déjà le fait de parler entre nous et de débriefer, c'est déjà une première chose. Donc est-ce que du coup la conversation entre potes,
ou le fait de se confier à quelqu'un, c'est pas déjà une première étape? Est-ce que ça aide pas justement dans le... Pour le psychologue ou pour le patient? Non, pour le patient, Pour le pardon, patient. excuse-moi. Pour justement ce qu'on disait, est-ce que parler à son psy, c'est comme parler à son pote? Mais est-ce que parler à son pote, c'est pas déjà une première étape pour aller mieux avant d'aller voir un psy, sans que ça remplace le psy, tu vois ce que je veux dire? Dans certains cas, oui, évidemment, ça fera une certaine partie du soulagement. Ce sera peut-être thérapeutique chez certaines personnes. Il y en a qui s'en sortent très bien, justement, avec ce soutien amical des amis, etc. Et parfois, il y en a qui vont chercher ailleurs pour avoir justement cet aspect déjà neutre, aller dans un cadre qu'ils ne connaissent pas. Et oui, mais en tout cas, ça fait déjà une grande partie du travail. Moi, je les appelle les psychopotes. Je sais, alors, les psychopotes, ils ont dit quoi? Ouais, mais Enfin, alors ça, pour le coup, les parle. psychopotes, pour le coup, ça peut être, je pense, très énergivore pour les potes, ceux qui... je pense qu'on a tous connu des personnes comme ça dans notre entourage qui vont mal, qui ne veulent pas aller consulter et qui nous aspirent notre âme... Non mais c'est vrai, Ouais, et je me rappelle d'un très bon pote qu'on a en commun qui nous a dit mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu pourras pas. Et voilà, et ça pour le coup c'est vrai qu'en tant que psychopote ça peut être très énergivore donc. Ouais, et je pense que les psychopotes, il faut comprendre que parfois ça sert à rien de parler ou d'apporter des solutions. Parfois juste être là, Ouais. ça fait déjà le travail pour ces personnes-là et peut-être ça peut être une astuce pour pas être Oui, pour pas grosse chercher à être éponge, actif mais juste déjà. Parfois ils veulent juste absorber, déposer les gens et je pense que ça pourra peut-être aider certains. Ce sera le titre de l'épisode, les psychopotes. Je veux que ça apparaisse sur l'émission. Allez. Je suis curieux de ça. Tout à l'heure, ton patient, il te tutoyait vraiment? Oui, Oui. tiens, question, ouais. Ouais, c'est un choix que j'ai dans mon cadre. J'ai une grande partie de ma patientèle, si c'est pas, oui, peut-être 80% de ma patientèle, ils ont moins de 30 ans. Et moi, j'ai un cadre très posé quand même, assez ferme. Mes patients, ils savent qu'il faut pas faire certaines choses, ils savent que voilà. Après, ils savent très bien ce qu'ils peuvent faire aussi. Mais oui, ils me tutoient. Ils me tutoient. Je tutoie aussi mes patients. Maintenant, je leur laisse toujours le choix. On peut se tutoyer. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Aujourd'hui, on est quand même sur une grande partie de la patientèle qui arrive chez les psychologues et qui n'ont jamais consulté les psychologues. Et ils se disent, ah ouais, j'arrive dans un lieu déjà je connais pas. Moi, je suis dans un cabinet médical, donc c'est très aseptisé entre guillemets, comparé à des cabinets qui sont un peu plus cocooning. C'est à domicile, un truc comme ça, tu veux dire Comment? C'est les psychologues, les psychothérapeutes qui prennent à domicile, tu veux dire, en comparaison Non, même dans leur même un cabinet, cabinet, carrément, ils décorent, ils font un petit truc à la machine à café dans la salle d'attente. T'as pas la machine à café? Non, j'ai pas la machine à café dans la salle d'attente. J'ai failli l'avoir, mais un collègue s'y opposait, du coup, on l'a pas mise. Mais du coup, tutoiement, ouais. Je leur laisse le choix, effectivement, et ils sont contents parce que d'un coup, ils sont là. Mais je sais pas, les épaules redescendent quand je leur dis ça. Ils font, ah oui, trop bien, ça marche et tout, naninana. Et allez, on s'assoit, on part. Et, Ça fait quoi? Ça désacralise en fait le fait d'être pris en santé mentale en fait. Enfin, tu vois, il y a toujours un côté. Ouais. D'être accepté, de se sentir accueilli. Je l'explique pas vraiment, cette partie-là, réellement chez les gens, mais je pense déjà que ça désacralise, ça démystifie, parce que déjà, comme on dit, le plus dur dans aller chez le psychologue, c'est de passer la porte. Oui. Donc le moment où ils passent la porte, moi j'ai beaucoup de mes patients qui vont derrière mon bureau, donc à ma place. Et je les regarde, je fais, oula, il est stressé celui-là, parce que je sais très bien qu'il sait pas où il va, etc. Alors que bon, ça se voit quand même que c'est mon fauteuil, j'ai un grand fauteuil noir derrière le bureau. Et, c'est pour ça, il a l'air vachement bien. Il est vachement bien mon fauteuil. Et effectivement, d'un coup, ça redescend. Donc l'humour aussi. L'humour, beaucoup. Enfin, t'essaies de. Moi, j'utilise l'humour. C'est pas tous les psychologues qui vont utiliser l'humour. C'est quelque chose que j'ai énormément travaillé pendant ma formation. J'ai eu une tutrice qui s'est particulièrement intéressée à ça parce qu'elle trouvait ça intéressant la façon dont je le travaillais. J'utilise ça de façon thérapeutique. Je l'utilise pas pour faire rigoler le patient. Oui. Tu vois, ce que je dis à tous mes stagiaires, je leur dis, moi, tu vas voir, c'est un cadre assez détendu, même si c'est un cadre assez ferme, quand même. Mais tu vas voir que je rigole un peu. Tu vas voir que le patient aussi me fait des blagues. Je dis, mais ça veut dire quelque chose. Voilà, toi quand tu cherches à faire rire, là typiquement pour le bureau, c'était pas dans le but de le faire rigoler, c'était plus dans le but de souligner ou de le mettre à l'aise en tout cas, de le mettre à l'aise dans le fait que voilà. Ah oui, ils arrivent, je leur dis, ah bah là tu vois, là c'est les 2 sièges en face du bureau, ça c'est l'espace dépotoir, pose toutes tes affaires, nous on va directement aller de l'autre côté, sur le canapé, tout ça, et après je leur dis, je te laisse le grand canapé, moi je prends le petit, tout ça, etc. Ok. Parce que tu rebondis quand même sur les blagues en fait. Enfin, du coup, ce que tu disais, c'est que ouais, s'il y a quelque chose qui part, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, ça dépend, c'est systématique ou c'est toi au feeling en fonction du discours qu'ils vont avoir? Ça dépend si t'es au début ou ou si tu connais bien ton patient. L'humour au début, moi tant que mon cadre n'est pas posé, c'est pas la même Victoria que t'as en face.
la même Victoria psychologue, c'est-à-dire que j'ai toujours la même routine à mes premiers entretiens, c'est-à-dire mon cadre il est beaucoup plus renfermé, je suis très contenante avec le patient parce que c'est souvent la première fois qu'ils arrivent chez le psychologue, ils savent pas à quoi s'attendre, à quelle sauce entre guillemets ils vont être mangés, donc je suis très très contenante pour accueillir ça. Après je pose mon cadre très rapidement dans le suivi et après effectivement ils voient que c'est assez détendu, ils peuvent s'autoriser quelques blagues, etc., etc. Ok. Tu disais, t'as beaucoup une clientèle de moins de 30 ans. Toi, t'as quel âge du coup ? Moi, j'ai 26 ans. T'as 26 ans. Donc, tu penses qu'ils s'identifient à beaucoup de moins de 30 ans parce qu'ils vont. Tu penses que les moins de 30 ans vont plus spontanément voir quelqu'un qui ont à peu près leur âge ou... Je pense. Et puis, tout simplement, ils vont plus facilement voir un psychologue. C'est devenu plus naturel ou plus dans les mœurs. Il y a 10 ans. Ouais, de se dire, oh mon Dieu, il y a 10 ans, je pense qu'ils disaient tous, je suis fou. Et comme je veux pas être fou, j'y vais pas. Il n'y a pas si longtemps, en même temps, 10 ans. Moi, juste avant de passer à la suite, tu vois, on a parlé des émotions, le fait de faire l'éponge et tout ça, je reviens un petit peu en arrière. Et tu disais dans l'échauffement que tous les psys ne suivent pas forcément de psychothérapie. Et je pense que tous mes potes qui passent par là me disent que toute la population, 100% des gens, devraient suivre une psychothérapie. Ouais. En fait, c'est hyper nuancé parce que je vais nuancer parce que il y a plusieurs choses en fait. Pour contrebalancer cet effet éponge qu'on a en tant que psychologue, on a plusieurs entre guillemets solutions. On a effectivement nous-mêmes nous faire suivre en tant que patient, et la deuxième solution, c'est nous-mêmes de nous faire suivre en tant que psychologue. Et ça, c'est ce qu'on appelle la supervision. Et là, il y a d'autres options qui s'offrent à nous. Soit on le fait en groupe, soit on le fait en individuel. Okay. Et on va faire la supervision des pratiques. On va travailler en anonymisant évidemment nos patients sur des cas pratiques, sur des situations, sur notre cadre, tout bêtement, sur plein de choses. Sur des outils, sur un moment on bloque sur une prise en charge, on se dit attends, il y a forcément un truc que j'ai pas vu parce que quand on bloque, il y a forcément un truc qu'on n'a pas vu. Et donc la supervision sert à ça et en groupe on appelle ça l'intervision. D'accord. Et à côté, en fait, on peut cumuler les deux. On peut aussi se faire suivre en tant que patient. Et c'est là que je souhaite vraiment nuancer. Selon déjà les obédiences, c'est pas obligatoire. La psychanalyse va dire oui, tu dois y aller. Les TCCistes vont dire si tu souhaites y aller, tu peux y aller. Mais dans tous les cas, les deux obédiences vont toujours encourager la supervision, qu'elle soit en groupe ou en individuel. Toujours, on se fait superviser, tout le temps. Et du coup, parce que tu parles beaucoup des deux paradigmes entre les TCCistes et les... Hein, toi, tu pratiques quoi ? Tu t'identifies dans quel groupe, du coup ? Moi, je fais partie, on va dire, entre guillemets, de la nouvelle génération des psychologues. Donc, ils ont formé des psychologues intégratifs. Parce que quand on s'est rendu compte que peu importe l'obédience à laquelle on s'identifie, c'est pas ça qui va faire la réussite auprès du patient, et ben en fait ils forment plus des étudiants et du coup des jeunes psychologues à de la psychologie intégrative pour faire vraiment du sur-mesure, pour construire l'alliance, pour avoir plus d'outils, pour répondre aux besoins en fonction des ressources. La TCC ça parlera pas à tout le monde et du coup on a vraiment cette ouverture aussi à la psychanalyse, on a cette ouverture à la systémie, à la psychologie positive, à plein d'autres choses. D'accord. Okay. Les TCC aujourd'hui, je trouve qu'ils sont servis à toutes les sauces en mode ça marche pour tout, c'est le mode d'emploi du cerveau. Alors que j'ai des témoins de potes ou autres avec qui ça n'a pas très bien marché non plus. Là, ils ont suivi une TCC et ça n'a pas réglé vraiment les problèmes quoi. Et Ouais, c'est ça. Et puis après, ça dépend aussi de la TCC, ça dépend du psychologue si tu l'accroches vraiment, ça dépend si tu accroches le cadre, parce que tu peux accrocher le psychologue, mais bon, si tu n'accroches pas la pièce, parce qu'il y a des vieux masques Anka à la pièce, ça le fait pas. Avec de l'encens. Avec de l'encens. Je suis là pour me faire exorciser ou je suis là pour voir un petit Non, c'est important. Et puis, à l'intérieur de ce cadre, c'est important aussi de bien travailler dans quelle formation on va aller. Chaque année, souvent, on se fait tous former. Et finalement, c'est aussi de se dire, là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Est-ce que ça ressemble à ma pratique ? Moi, je me suis formée beaucoup dans les pratiques méditatives, dans l'acte, dans toutes ces choses-là. J'ai fait des formations après en neurophysio, etc. Je m'inscris quand même beaucoup dans des formations scientifiques, mais avec ce backup très qui me ressemble. Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup quand même de la... Voilà. De là, pas TCC, l'autre du coup. La psychanalyse, que c'est quelque chose qui est justement très vieux, très old school. C'est pour ça qu'on t'a posé cette question d'entrée de jeu. C'est qu'il y a de tout là-dedans, mais qu'il y a aussi beaucoup de bullshit.
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup, même de la part de scientifiques en psycho. La psychanalyse, sur les dernières méta-analyses que j'ai lues, qui sont pas si vieilles que ça, la psychanalyse a de très très bons résultats dans la prise en charge de la dépression, voire supérieure à la TCC. Ok. Ah, bim, putain, il y a un truc inattendu, parce que moi j'étais un peu... Tu m'enverras ton Zotero, s'il te plaît. Qu'on puisse sourcer ça. Non, en vrai, c'est hyper intéressant. Moi, je serais Et en fait, on observe, toujours avec les méta-analyses, qu'à long terme, la psychanalyse a limite plus d'effets que les TCC. Parce que on appelle les TCC les thérapies brèves. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Si, ça, pour le coup, c'est un terme que j'ai déjà, ouais. Parce que la psychanalyse, en fait, elle a pas de durée de temps, tout simplement. Alors que les TCC, c'est un peu plus... On gère un problème maintenant et... Ouais, c'est du traitement de symptômes, on y va, séance 1, séance 2, séance 3, t'as ton manuel, ton machin, ton truc, t'as déjà fait toutes tes séances dans ta tête. Si c'est de la désensibilisation pour phobie, tu sais déjà combien de séances il faut. Enfin, je grossis le trait, mais c'est un petit peu ça. Oui, il y a un côté un peu package, quoi. C'est bref. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'en as pour aller 1 an et demi, 2 ans. Et alors que la psycha, allez, t'en as pour aussi longtemps que tu pourras vivre, hein, selon les puristes. Mais sur le court terme, on observe quand même il y a une dimension sociale très très accrue dans la TCC qui est très intéressante parce que la dimension sociale dans la dépression est très intéressante sur l'ouverture à l'autre parce que du coup il y a un retrait social dans la dépression. Donc c'est pour ça que les TCC sont très utiles aussi à la dépression, c'est qu'à court terme on observe beaucoup plus rapidement l'ouverture sociale et la réduction de certains symptômes, mais à long terme, et pour d'autres psychopathologies que la dépression, la psycha, elle est quand même pas mal. C'est kiff-kiff. Hein. Tourner la roue ? En fait, tourner la roue parce que ça fait longtemps. Hop. La roue. J'arrive à la attraper. Allez. Ah ouais, t'as pris le truc. Ah ouais, donc c'est pas un brocoli comme on m'a dit tout à l'heure, c'est un arbre. Et l'arbre. Donc c'est une nouvelle question. Tout à l'heure, j'y pense, à cet arbre qui cache la forêt. La psychologie, la psychothérapie, ou encore cette réputation justement d'être pour les fous, pour les faibles, pour les fragiles. Mais pourquoi on a encore ça, à ton avis, aujourd'hui ? Alors que ça tend à évoluer, mais... Ouais, heureusement que ça tend à évoluer. Je pense qu'en psychologie, comme en psychiatrie, on a un mauvais héritage. On lobotomisait les gens, on leur faisait des thérapies par douche froide, on les enfermait dans le noir, on les contentionnait. Enfin, on n'a pas un beau passif, hein. Non, en France. Non, mais maintenant, ils le font tout seuls, ça s'appelle les nouveaux entrepreneurs. Ouais. Et même dans le jargon commun, tu vas jamais dire d'un homme, ouais, il est hystérique. Tu vas dire ça d'une femme. Ah bah ça oui. Et il y a un lourd héritage de la psychologie, même encore maintenant, qui ne nous rend pas service, hein, clairement, parce que déjà de 1, ça veut dire que il n'y a pas eu toute cette prévention qu'on peut avoir, notamment, je pense direct à l'infarctus. Si vous avez mal ci, si vous avez mal cela, si vous ressentez ci, si vous ressentez 1, 2, 3, si vous ressentez ça, on arrive plus ou moins à se dire attends, signal d'alerte, peut-être que là je fais un petit SMS à mon généraliste pour savoir ce que je fais, la démarche à suivre. En psychologie, les gens ne savent même pas reconnaître la dépression. Oui. Ils ne savent pas reconnaître le burn-out, ils ne savent pas reconnaître l'anxiété, ils savent pas reconnaître pas grand-chose en fait. Et ce qui fait que tu te dis non mais attends, si je dois aller chez le psychologue, c'est vraiment que je suis complètement barrée parce que y a une non-reconnaissance du truc qui joue sur la mystification un petit peu de la discipline. Donc oui, en gros, il y en a plein qui pensent que pour aller voir un psy, il faut vraiment être en train de taper sur un mur ou être avoir envie de se jeter par une fenêtre, quoi. Mais que, oui, c'est ça, ou d'être déjà passé à l'acte. Ou d'être déjà passé à l'acte, etc. Après, il y a aussi peut-être tout le folklore. Les films, les jeux vidéo, les machins, à partir du moment où tu as une patho psy, c'est tout de suite de l'extrême, c'est tout de suite du violent, c'est tout de suite du... Ah oui, t'as pas le droit d'être en charge émotionnelle plus, t'as pas le droit d'être fatigué, t'as pas le droit de... Enfin, il y a aussi toute la société qui joue sur le fait que t'as pas le droit d'être comme ci, comme ça, qui fait que tu vas pas consulter. Il y a plein de gens qui vont pas consulter, et notamment beaucoup de jeunes, parce que leurs parents disent « mais non, t'as pas ça, mais non, t'as pas ci, mais non, t'as pas ça ». Et j'ai plein de messages sur mes réseaux sociaux qui disent « je suis en détresse, mes parents ne veulent pas que j'aille consulter, ils ne veulent même pas que j'aille en parler à mon généraliste ». Ils veulent pas que leurs enfants soient fous, mais tu vois, à l'opposé, ils savent même pas reconnaître les signes d'une dépression. Tu parles Vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé une première fois. Non, mais je vais rester sur ça, mais tu parles des jeunes qui ont du mal à le reconnaître. Non, mais il y a un truc qui est vachement important, c'est que là, il y a ce qui a été mis en place notamment pour les jeunes, c'est les consultations gratuites, en tout cas prises en charge par la Sécu. Ouais. Toi, tu penses que c'est quoi, c'est un départ, ça suffit, il faut faire... Tu parles du dispositif Mon Psy, ouais. Ouais. C'est ça. Le dispositif Mon Psy. Je pense que c'est un très bon point de départ. Je pense qu'il y a un début à tout. Je
pense aussi que 12 séances, on va dire que ça commence à être pas mal. Mais je pense surtout que ne pas avoir de psychologue dans la commission pour mettre en place ce dispositif, c'est complètement bête. Et du coup, que ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Il n'y a pas eu de psychologue conseiller ministériel pour la mise en place de cette... Non. Ah bon? Non. Ok. Donc c'était fait quoi? Ça a été fait sur une pression... Ça s'est fait parce que le gouvernement a décidé de se mettre à la santé mentale, ce qui est très louable et ce que je soutiens. Je pense que personne ne peut pas ne pas soutenir. Maintenant, c'est pas du tout en accord avec la réalité du terrain. Il y a eu plusieurs dispositifs Mon Psy, il y a eu plusieurs noms. Il y a eu Mon Soutien Psy, Mon Psy, Mon Parcours Psy, et je pense que j'en passe. Ça changeait de nom tous les 3 mois parce que justement, ils savaient très bien qu'il y avait un petit couac dans leur histoire. Au début, nous, une séance de psy, on prend entre 50 minutes, 1h15. Pour les très très longs, allez, 1h30. Ça durait 30 minutes. En 30 minutes, on a le temps de rien faire en psychologie. Et en plus, ils nous donnaient ils nous faisaient payer, en fait. Globalement, on touchait même pas 5 euros. Tu vois? Et en fait, on était sous-payés. Et en fait, tout le monde a dit, ouais, les psychologues, c'est scandaleux, vous boycottez tous, vous faites aucun effort, vous pensez qu'à l'argent. Non, on pense juste à manger, à faire partir nos machines à laver, tu vois. Wow. Ouais. Mais alors du coup, en gros, parce qu'ils ont quand même fait de la com en disant qu'ils finançaient, mais en fait, ils ne financent rien du tout. Pas du tout. Et aujourd'hui, il y a plus de 96% des psychologues qui boycottent le dispositif. Maintenant, ça c'était la toute première version que je parle, donc depuis ça a évolué. Ça a évolué quand même dans du mieux. Ils ont rallongé le temps de séance, ils ont augmenté les honoraires. Donc il y a quand même du mieux. Maintenant, 12 séances, ça reste trop peu. Et c'est surtout qu'ils veulent faire je sais même pas c'est quoi le nom en ce moment, ça doit être Mon Parcours Psy, je crois. Et mais c'est ça, je crois que c'est ça, Mon Parcours Psy. Et en fait, ils veulent faire qu'on fasse que du soutien. Attends. Déjà, on n'est pas formé pour faire que du soutien. On est formé pour prendre en charge la pathologie. Et ils veulent juste prendre en charge les troubles légers. Mais les troubles légers, aujourd'hui, comme on a vu tout à l'heure, ils ne consultent pas ou peu. Donc en fait, c'est des milliards d'euros qui sont mis dans un dispositif sans psychologue qui est consulté pour que ce soit boycotté, donc pour rien en ce moment. C'est ça l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est très très décrié dans le milieu de la psychologie. On se fait taper dessus parce que encore une fois, les psychologues, vous pensez qu'à l'argent, vous pensez qu'à machin. Non, on pense juste à garder notre cadre. On a une déontologie, on cherche juste à conserver ce qu'on a, le peu qu'on a, quoi. Et là, moi, je me rappelle dans les débats qu'il y avait eu il y a quelques années, justement, avant que ça s'appelle comme ça, etc., il y avait aussi ce facteur motivationnel par rapport au fait que c'était gratuit. Je me rappelle de ce débat qui était hyper intéressant, et pour le coup, je suis pas psy, donc je savais pas comment me positionner. Je trouvais que les arguments étaient bien dans les deux sens, mais j'aimais bien l'argument de certains psy qui disait en fait quelqu'un qui veut consulter, le fait qu'ils doivent payer sa séance, c'est un facteur motivationnel où voilà, il doit faire la démarche, il doit dépenser de l'argent qu'il a gagné pour s'inscrire dans une démarche active de sa prise en charge. Et justement, en remboursant ces séances-là, on casse ce truc-là. T'en penses quoi, toi, du coup Forcément, l'argent, quand tu es en libéral, ça rentre dans ton cadre. Tu es obligé que ça rentre dans ton cadre. Tu n'as pas le choix. Et hier, c'est marrant parce que je parlais avec une consoeur qui travaille à Sainte-Anne. Elle me disait, c'est fatigant parce que sur 10 sessions que j'ai aujourd'hui, il y en a 6 qui sont pas venus, quoi. Parce que l'hôpital, c'est l'assistance publique et tu payes pas. Et l'argent ne rentre pas en compte et ni en considération dans le travail thérapeutique à l'hôpital, en tout cas beaucoup moins, parce que tu n'as pas cette conscience de l'argent que ça engage une structure hospitalière et dans le soin que pour toi. Ouais, c'est un petit peu... c'est marrant, on en parle beaucoup, mais pour tout ce qui est les formations et les choses comme ça... Ouais, non, mais c'est pour ça le fait d'être actif. Nous, on fait beaucoup de pédagogie, on a fait des diplômes là-dedans aussi et tout. Et le fait que l'apprenant il soit actif dans sa démarche d'apprentissage, pour nous, c'est ce qu'on recherche constamment. Et arrête de faire le balancier comme ça, tu me stresses. Et ça va aller. Je pense qu'il faut que tu consultes. Je peux pas, il n'y a pas de divan. Bref, et donc voilà, le fait qu'il soit moteur. Mais du coup, d'un autre côté, on a envie de dire aussi que le fait que ce soit gratuit, ça va permettre, parce que ça reste cher, c'est pas forcément remboursé. Et donc du coup, je pense qu'il y a aussi plein de personnes qui n'ont pas les moyens d'aller chez le psychologue. Donc comment tu trouves un entre-deux ou... Les gens déjà qui vont en libéral, peu importe s'il y a du Mon Parcours Psy ou pas, ils seront en libéral, ils auront un cadre du libéral. Après, ce sera peut-être aux professionnels, s'ils sentent qu'il y a peut-être l'argent qui rentre un peu moins dans son cadre, etc., d'agir dessus. Mais ce sera aux professionnels d'agir là-dessus.
D'accord. Maintenant, moi, je pense que ça reste bien. Hein. C'est un début, il faut que ça évolue. Il y a peut-être encore plein de choses à faire. Et puis voilà. Et on en restait un petit peu, tout ça, on disait sur l'image que ça peut avoir de toute la santé mentale, du fait que c'est quelque chose qui est un peu nébuleux parfois. Et je reviens sur les réseaux sociaux avec tout ce qui est les coachs de vie, peu importe qui ça puisse être, qui sont complètement illuminés en fait. Et moi, je m'identifie pas à ça. Si j'ai l'impression que potentiellement, peut-être que là, je suis pas, ça va pas fort, il y a des trucs qui vont pas. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir. Qu'est-ce que tu penses d'Idriss Aberkan finalement? Je pensais pareil, je pensais à Lui, il est pas mal. Je pensais à notre consoeur infirmière qui dit que pour aller mieux, il faut l'infirmière énergéticienne. Je ne l'ai pas vu passer, on l'a débunk plusieurs fois. Une infirmière énergéticienne. Si, je crois que vos deux comptes, j'avais vu les deux, d'accord. Les deux, oui, c'est ça. Oui, tu vois, moi je me dis en tant que patient, mais non, c'est bon, je suis pas à ce point-là, donc ça va. Mais du coup, les réseaux sociaux, est-ce que ça ne ralentit pas aussi la prise en charge? Ah, mais c'est génial pour les patients, les coachs et les machins, parce que ça empêche d'aller voir un professionnel et donc d'avouer qu'ils ont quelque chose. Alors attention, parce que moi, quand je suis du second degré, tout le monde ne le capte pas. Ah ouais, non, c'est... En fait, ça, effectivement, comme tu dis, c'était du second degré, ouais. C'est Elle flippe. Non, aujourd'hui, on a une grosse difficulté, mais même les médecins, je pense qu'ils sont confrontés, tout le milieu médical et paramédical. Les personnes qui jouent dans les angles morts de la loi et de la réglementation, il y a effectivement un grand marché là-dedans, mais un grand marché très dangereux, parce que retard diagnostic, parce que ça t'éloigne du monde médical, parce qu'il y a des escroqueries, parce qu'il y a des dérives sectaires, et parce qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Hein. Ils sont coachs en HPI, coach en HPE. Coach en HPE, du coup, maintenant, on va combiner les deux. Et puis, toutes les terminologies ne sont pas encadrées du tout en France. La législation est très, très laxiste. Ils donnent, en fait, c'est des personnes, ils ont fait, 2-3 semaines de formation, maximum, peut-être quelques mois. Oui, c'est les naturopathes en gros, c'est l'équivalent d'un naturopathe de la médecine, quoi. C'est ça. En gros, et du coup, ils attirent énormément de monde via les réseaux sociaux. Parce que les gens arrivent à s'y identifier, parce qu'ils jouent aussi sur le fait que parfois on est saturé dans le système de santé et que du coup peut-être qu'une personne n'a pas eu sa place en ASDJ ou en CMP ou etc. Et du coup ils les rabattent en fait et ils leur disent non mais de toute façon c'est pas ta faute, c'est parce qu'il y a eu ça. Donc alors là, le patient, il peut même pas travailler sur lui-même, en tout cas pour le cas de la psychologie. Si c'est des cas vraiment somatiques, ça fait des retards diagnostiques, mais alors qui peuvent être catastrophiques, des retards de traitement. Moi, j'en viens à me poser la question, est-ce que ça coûte pas limite plus cher à la sécurité sociale de devoir récupérer les dégâts, tu vois? Ouais. Et vraiment. Et j'ai une question là-dessus, justement. Je crois que je t'ai encore jamais vu faire de débunkage sur de la santé mentale. T'as jamais réagi à des vidéos justement qui balancent des fake news sur de la santé mentale? C'est quelque chose que t'évites de faire? Je suis sûr que t'es tenté de le faire. Quand je te vois réagir comme ça à chaud, je suis sûr que t'as été tenté de le faire, voir que t'en as dans tes brouillons. Pourquoi t'as jamais publié? J'en ai pas dans mes brouillons. T'en as pas dans tes brouillons. J'en fais de façon détournée parce que les seules fois où j'en ai fait, j'ai fait 3 vidéos à ce sujet. Non, j'ai fait 2 vidéos et un post, pour te dire, je m'en souviens bien. Je me fais insulter, voilà, donc j'en ai marre. Mais t'aimes pas être insulté, genre attends, évidemment, mais pas quand même. Non, je me fais insulter par ces personnes-là. Et en fait, et c'est rigolo parce qu'il y a pas longtemps, une professionnelle, une médecin sur les réseaux sociaux spécialisée en psychiatrie, justement, elle aussi a fait un post à ce sujet-là pour débunker les pratiques... je les citerai pas, mais un peu à dérive sectaire. Tu peux les citer, hein, c'est le lieu. Hein. Ouais, t'inquiète, t'es sur un lieu protégé, c'est nous qui prendrons les commentaires s'il se passe quelque chose. D'accord. Entre autres, il y a vraiment les personnes en kinésiologie, t'as tout ce qui est coach en santé, t'as les coachs les coachs spécialisés en psychologie, c'est pas encadré, le mot psychologie. T'as tous ces trucs-là, et en fait, c'est des personnes du coup qui vont commander tes posts et qui vont dire, qui vont remettre en question ton diplôme universitaire. Et en fait, même cette personne-là, cette médecin, que son post est paru il n'y a pas très longtemps, je suis allée regarder les commentaires parce que je me suis dit, c'est marrant, moi j'ai fait ça la semaine dernière, juste pour faire de la prévention. Ok, c'est quoi le diplôme d'un psychologue? C'est quoi le diplôme d'un psychiatre? C'est quoi un psychanalyste? C'est quoi un coach? C'est quoi un machin? Tous les commentaires, c'était juste à viser des patients. Tu vois, je m'en fichais des gens. Je voulais pas dire qui est meilleur que l'autre. Enfin, je m'en fiche complètement. Je me suis pris que des personnes qui n'avaient pas de diplôme et qui sont venues rager, enfin, désolé le terme, dans mes commentaires parce que ils se sont sentis attaqués.
Il y a eu que des gens comme ça. Et pareil pour la médecin, elle s'est fait remettre son diplôme universitaire en question. Ouais, c'est parce que vous avez un diplôme universitaire de la faculté de médecine que vous êtes meilleur que moi. Oui, voilà, J'étais là, non mais attends. Vous ne savez pas tout. C'est ça, c'est la phrase qui vient souvent avec le on ne savait pas tout. Parce que je te dis, on a la même avec l'infirmière énergéticienne. C'est il faut avouer que la médecine n'explique pas tout. Alors peut-être que la médecine n'explique pas tout, mais en tout cas, ce qui n'est pas expliqué par la médecine ou par la science est foncièrement faux jusqu'à preuve du contraire. Exactement. Mais ça, l'esprit critique. Mais c'est exactement ce commentaire-là en plus que j'ai tout le temps. Ah mais oui, mais ça c'est le classique. Je te dis, on a les mêmes nous dès qu'on s'attaque à. Tu vois, l'infirmière énergéticienne, et ça c'est le meilleur exemple qu'on a. Donc c'est une infirmière qui conseille à demi-mot de pas faire de chimio, qui conseille d'inscrire, en tout cas sur les chimiothérapies, d'inscrire je vais guérir pour pouvoir convaincre ses cellules. Enfin tu vois, c'est genre et qui parle d'extraterrestres, qui parle de ce genre de trucs. Enfin elle est vraiment dans une dérive sectaire. Et pour information, j'espère quand cette vidéo sortira, son compte aura sauté et potentiellement aussi son diplôme infirmière, parce qu'on a quand même vraiment acté pour essayer d'agir auprès de notre ordre, auprès de l'ARS, etc. Parce que pour le coup, elle a un vrai comportement dangereux. Depuis qu'on a commencé à la dénoncer sur Twitter et tout, publiquement, elle n'a fait que prendre des abonnés. Elle est quasiment, je crois qu'elle est aux 10 000 abonnés, je pense, sur Instagram. J'avoue, je suis pas du tout. Au bout, déjà, t'en as un, déjà t'as un abonné. Pour moi, c'est déjà ça. Une personne. Et il y a des professionnels de santé dans le lot, et ça me fascine et ça me terrifie en même temps. Ouais. Surtout qu'avec la blouse, avec le diplôme, du coup, forcément, toi, t'es patient. Exactement. T'as envie de les croire, t'as envie de les écouter. Il y a pas de raison puisqu'ils sont professionnels de santé. Ils ont une blouse. Ouais, non mais c'est ça, c'est là où elle est attaquable, les dérives sectaires, c'est qu'elle utilise son diplôme d'infirmier comme argument d'autorité. Et ça pour le coup c'est condamnable, puissance. C'est juste lent. Ouais, puis aujourd'hui je trouve que, tu vois, pour rebondir plus particulièrement sur la santé mentale c'est un milieu de la reconversion qui est très très attractif en ce moment. Tout le monde veut se reconvertir thérapeute ou je sais pas quoi. Et l'autre jour, c'était pas mon patient, mais bon, on a travaillé ça en intervision, en groupe. Et c'était mon collègue qui a eu une jeune fille toute mignonne, j'imagine, et la pauvre est en détresse maximale, plusieurs tentatives de suicide, de l'automutilation. Et elle allait voir quelqu'un de pas diplômé qui s'autoproclamait thérapeute dans je sais pas quoi. Et elle lui a diagnostiqué des trucs. Alors déjà, nous, en tant que psychologue, je peux te dire qu'on n'a pas du tout la prétention de diagnostiquer. Alors elle, qui avait fait 3 jours d'études, elle lui avait diagnostiqué des trucs que tu peux même pas diagnostiquer à 14 ans. Elle lui avait diagnostiqué des troubles de la personnalité. C'est impossible, parce que ta personnalité n'est pas encore totalement construite, on estime que c'est beaucoup plus tard. Et elle lui avait dit, ouais, t'es TDAH, borderline, machin. Déjà, les deux, ils sont différentiels entre eux, tu peux pas spécialement les avoir. C'était un truc lunaire. Et ça faisait plus de 4 ans que la jeune fille était chez elle. Et elle arrive chez mon confrère. Et mon confrère, désemparé, il s'est même frité avec la maman au téléphone parce que la maman remettait en question mon confrère diplômé d'université. Quand même, oui, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire de plus? Je vais juste faire mon travail, madame. Je vais déconstruire tout ce qui a été fait. En plus, à cet âge-là, t'implantes des graines après. Qu'est-ce que t'en fais avec ça? Si tu t'identifies en plus sur ces mots-là et tout, tu dis non. Non, mais en fait, c'est des gens, tu vois, comme l'infirmière en hypnose, non, en énergétique. Ils se mettent à mettre des trucs dans la tête aux gens et à diagnostiquer et à faire des trucs que personne fait, quoi. Genre, mais eux, ils ont le droit. Oui, voilà, c'est ça. Et ils sont intouchables. Et je comprends pas comment ils peuvent être intouchables et à jouer sur autant de plates-bandes dans les angles morts de la réglementation. Je me demande comment c'est possible. Alors que nous, on fait un pas de travers. De manière non intentionnelle. On est cuit. Ouais, c'est terminé. On est cuit, ouais. Vaste question. On refait tourner la roue? Next question, surtout. Ça, je pense qu'on peut en parler des heures. J'espère qu'on va tomber sur la merde. Effectivement, ouais, je fais pas trop ça sur les réseaux sociaux. J'essaie d'en faire par-ci par-là, mais bon, j'ai pas envie de. Oui, bon, je comprends que ça te. Je préfère faire des vidéos qui font des vrais sujets plutôt que de faire de la guerre à des gens qui n'ont pas d'importance. On va élaguer un peu encore. Ouais, on va élaguer un petit peu. On va reprendre, tu te souviens, l'échauffement, le vrai-faux. On va reprendre un petit peu le même principe, sauf que cette fois-ci, donc, on va te faire des propositions et tu vas nous dire si c'est quelque chose qui est, d'un point de vue société, qui est surcoté ou sous-coté. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que ça te parle un petit peu comme règle? Ouais. Alors, la responsabilité sociétale dans le burn-out. On commence dur. Hein. Par contre, je t'ai pas dit, par contre, là, t'as le droit de justifier derrière. Ah, oui, d'accord, ok. Je suis en train de me dire, alors, attends. Je dois dire ça sans justifier. La responsabilité sociétale dans le burn-out.
C'est même moi, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Tu vois. Ouais, non, moi non plus. Mais j'ai compris le fond. Elle est faite pour être développée. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une très grande hausse du burn-out. Les gens disent, ouais, du coup, c'est surcoté, c'est machin, t'es pas en burn-out, t'as pas ci, t'as pas ça, arrête de te plaindre, mettant un bon coup de pied aux fesses, tu rassures, ça va aller mieux. Aujourd'hui, le burn-out, la hausse du burn-out, on l'explique pas. On a plusieurs hypothèses. On pense qu'elles sont toutes liées entre elles, hein, de toute façon. C'est parce qu'effectivement, on en parle plus. Donc, les gens savent à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, ils vont plus facilement chez le médecin. Ou est-ce qu'il y en a vraiment plus? On sait pas. Mais les deux, à mon avis, c'est sont liés. super compliqué de faire une. Ouais. Ok. Mais oui, ouais, c'est compliqué. Donc, ni sous et surcoté, on a bien compris tout le défilé. La reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Il faut que ce soit valorisé. C'est Sous-coté sous-coté, plutôt. Ouais. complètement. L'impact du télétravail sur l'épuisement professionnel. C'est sous-coté. C'est sous-coté parce que tu as tendance à plus travailler chez toi. Et ça, contrairement à ce que disent les entreprises qui disent non, mes employés vont moins bosser. Ouais, non. Ouais, on va pas faire de télétravail parce qu'on sait ce qui se passe chez eux, hein, en fait. Ils vont en vacances. Ouais, mais à la fois. En fait, il y en a qui trouvent un certain avantage, mais ce qui seront. En fait, peut-être que tu vas passer moins de temps devant ton ordinateur, mais si t'es pas moins productif, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Oui, tu vois complètement. Et en fait, le problème des managers, c'est qu'ils ont tendance à confondre pas productivité, mais qualité et quantité. Et du coup, ils voudraient que tu travailles 8 heures par jour de façon complètement linéaire. Non, avec la pause à telle heure, bah non. Ça, c'est encore très français aussi, hein, parce que quand tu regardes dans les pays, notamment les pays anglo-saxons, en fait, tu travailles pour un livrable. Oui, c'est ça, t'as un cahier des charges, tu rentres au cahier des charges, et puis... L'influence des réseaux sociaux sur l'image corporelle. Je pense que c'est bien coté. Tout le monde commence à bien s'en rendre compte. Que c'est néfaste, du coup, quoi. Ouais, Okay. c'est une usine à gaz. La nécessité d'être fort et ne pas avoir besoin de la psychologie. Surtout chez les mecs. Ah ouais, ça. Un mec ne doit jamais pleurer. C'est sûr que les hommes consultent beaucoup moins que les femmes. Je pense que c'est Elle m'a mis un petit taquet dans le regard. Elle a pas besoin de dire 2 mots. Hein. C'est... oui, les hommes. Non mais oui, faut le dire. C'est encore ça? Parce que du coup, on n'a pas eu de réponse. Ouais. Oui. C'est encore. Enfin, c'est Attends, encore, c'était quoi? Attends, vas-y, c'était quoi la question? Non, parce qu'en fait, moi, on n'a pas eu la réponse. J'étais déjà parti sur rebondir ce que vous disiez. Ouais, les mecs qui veulent pas pleurer, les mecs qui veulent, il faut être fort, et notamment avec le truc à la mode, mais qui est ni plus ni moins que d'habitude, les masculinistes, etc. Mais ça aussi, on peut en parler sur les réseaux. Let's go. Hein, non. Le problème, c'est pas les masculinistes, le problème, c'est les extrêmes. Tu dirais que t'as quelle proportion, toi, dans les hommes-femmes, comme ça, à la louche? À la louche, je dois être sur un 65% de femmes. Ok, c'est pas... attends, tu parles sur les réseaux ou tu parles Non, sur dans ta consultation, ouais. Oula. On est sur moins. 65, ça va, Imhotep. Ah ouais, si je suis à 85% de femmes, on est bien. Ok, et pourtant, la littérature dans les troubles de la santé mentale, c'est... C'est sur des hommes. Voilà. Ah ouais, c'est plus des hommes Non, globalement, c'est bien fait. Mais effectivement, dans l'autisme, les études sont plus sur les hommes. Donc, aujourd'hui, les critères diagnostiques de l'autisme sont pas spécialement adaptés aux femmes. Super. Ouais, donc globalement, après, ça va. Les cohortes sont assez équilibrées. Ok. La valeur des thérapies en ligne. Je parle des professionnels de santé, enfin des reconnus. Oui. 100% visio. Ouais. Psychothérapie pure, pas un rendez-vous médical, tu parles. Hein. Ouais. Que dans ton domaine de... Je pense que ça... C'est compliqué à répondre si c'est sous-coté ou sur-coté parce que ça va dépendre de tout à chacun. Il y a des gens qui ça ne leur pose aucun problème de parler de ce qui va mal à la maison en étant à la maison. Il y a des gens qui ont complètement besoin de sortir du cadre familial et de leur environnement de vie pour parler de ce qui va mal. Il y en a chez eux, ce sera logique d'aller parler de ce qui va mal en restant chez eux. Maintenant, évidemment, ça fonctionne. Je pense qu'il faut s'en servir. Les outils du numérique sont là, donc ça rend service à certaines personnes, peut-être des PMR ou etc. C'est très très bien. Maintenant, les 100% visio, faut qu'il y ait un cadre, faut que ce soit travaillé, faut que ton cadre soit quand même assez présent. Parce que ne jamais voir ton patient, c'est compliqué. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Et puis, toi, tu fais il me semble, du distanciel? Je fais de l'hybride. Je fais pas de 100% distanciel. 100%, ou alors, cas très 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 exceptionnel parce que la personne a déménagé. Ou alors, cas très 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 exceptionnel parce que derrière, je sais qu'il y a une équipe soignante où il voit la patiente ou le patient. Qu'il y a un psychiatre ou qu'il y a quelqu'un derrière. Où je suis pas seule. Okay. Et par curiosité, c'est plus les personnes qui acceptent la visio partielle. Ils sont plus jeunes ou ils ont tout âge?
Moi, j'ai une patientèle assez Ouais, jeune. ce que tu disais, Je Omar. vais pas au-delà de... Oh, mon patient le plus âgé, il doit avoir quel âge? 47 ans? Ouais, c'est assez jeune. Ah non, attends, je te dis n'importe quoi. Oui, non, dans les jeunes, c'est 47 ans. Après, en ce moment, j'en ai 3. C'est mes petits chouchous. Est-ce qu'ils sont trop mignons? J'ai un 81 ans, Oh. j'ai un 78 ans et j'ai un 75 ans. Et ça, c'est fou parce que je pense que c'est. Alors, pour le coup, s'il y a une génération qui consultait pas chez les mecs, c'était celle-là, quoi. Ah mais oui! C'est vraiment Ils sont mignons. Après, j'ai fait beaucoup de gériatrie dans ma pratique, donc évidemment, j'ai une corde sensible là-dessus. Ok. Mais c'est Et bien. je sais plus pourquoi je disais ça. Je sais plus non plus, mais. Ok, mais le voilà. visio. C'est parfait. Oui, non, c'est sûr que les petites personnes âgées elles n'iront Et, pas en visio, mais mon plus vas-y. vieux en visio, il Dernière. doit avoir 25 ans, ouais. Ok. Dernière, la fragilité psychologique des nouvelles générations. Parce qu'on dit souvent, hein, et ça on l'entend des anciennes générations, les vous jeunes êtes une aujourd'hui, génération ils de sont fragiles, voilà. Les jeunes, ils tolèrent plus rien, les jeunes, ils ont 1000 troubles. Ça, je pense que c'est un peu pareil que le burn-out. On parle plus de santé mentale, donc tu vas plus souvent te faire diagnostiquer. Et donc forcément, on en parle plus aujourd'hui pour les jeunes actuellement qui se font diagnostiquer. C'est comme pour le TDAH. Oui, aujourd'hui, tout le monde est TDAH. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, on comprend mieux le trouble et on sait ce que ça engage. Et du coup, on diagnostique mieux pour adapter au mieux le quotidien. C'est le même parallèle avec l'endométriose. Il y a C'est plein ça. de thérapeutes qui disent l'endométriose c'est à la mode, il n'y en a jamais eu autant que maintenant. Bah oui, on commence à la diagnostiquer, avant on la diagnostiquait pas, donc forcément. C'est Bah, le c'est post-guerre avec les Ça cancers. passe, Et je pense oui, que, ouais, ou les c'est cancers aussi d'ailleurs, oui, oui. Ouais. Et donc du coup, dernier sujet, on en a parlé à demi-mot, faut que j'arrête de faire cette phrase, je dis tout le temps à demi-mot, quand je vais enchaîner. Bref, on a parlé du burn-out. Aujourd'hui, on en parle énormément, peut-être à tort et à travers aussi. C'est un vrai diagnostic. Tu parlais du fait, on en a parlé tout à l'heure, du fait que les gens ils savent pas reconnaître les signes du burn-out ou de la dépression. C'est quoi les signes du burn-out et à quel moment il faut consulter? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur le burn-out, déjà pour poser les bases, c'est que ça n'est pas reconnu par toutes les classifications diagnostiques. C'est reconnu par la classification de l'OMS, donc par la CIM. C'est pas reconnu par les Américains, donc par le DSM. Voilà. Ok. Maintenant, c'est reconnu par la CIM, donc on a quand même les critères diagnostiques. Qui sont les dictionnaires des maladies. C'est hein, nos en codex, gros, c'est le Vidal version Le Vidal, psychiatrie. c'est quoi Ouais, exactement. Ok. Et alors? On a globalement, donc on qualifie ça d'épuisement professionnel. C'est quoi? C'est un stress chronique, c'est un dérèglement forcément de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, dans tous les stress chroniques, et qui est sur 3 grands axes. Donc on va avoir tout ce qui est épuisement émotionnel, qui va entraîner, c'est vraiment chronologiquement qu'on a cette symptomatologie qui évolue. Épuisement émotionnel. Ensuite, on va observer ce qu'on appelle un peu de la dépersonnalisation. Donc, parfois, on peut avoir... Donc, c'est pas de la dépersonnalisation, peut-être comme on l'entend tout venant. C'est vraiment une mise à distance de son travail. On peut avoir du cynisme vis-à-vis de son travail. On peut être complètement détaché, même voire de sa famille. Enfin, voilà. Et le troisième qui est le manque d'efficacité professionnelle. C'est qu'à la fin, tu veux toujours faire plus. Pour faire le même diapo, tu feras 4 heures de plus au travail. C'est de l'épuisement pur, en fait, le dernier. Tu moulines dans de la semoule, en fait. Et en fait, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien un engrenage. Et à la fin, c'est des personnes qui sont capables de te dire non, mais pour que je sois vraiment productif, il faut que je travaille un jour de plus par semaine, quoi, parce que je peux pas. Mais attends, pour le même diapo là, que tu vas faire, ton pote, il a travaillé 2 heures. Toi, pourquoi tu as besoin de 4 heures? Alors qu'à l'époque, je me le faisais en 1 heure. Et en fait, c'est vraiment un engrenage. Il y a beaucoup de croyances dans le burn-out aussi. Et parce que du coup, en fait, j'ai l'impression que la troisième étape, c'est dans le chronologique, hein, t'as dit les 3 étapes. La troisième étape, il faut obligatoirement qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui lui dise, parce que la personne qui est dans la semoule, comme tu dis, qui est dans l'engrenage, comment elle fait pour savoir qu'elle est moins productive? C'est forcément c'est un engrenage ou de pédalage de semoule. Le burn-out, c'est super dur. Les managers les voient pas forcément parce qu'ils se disent parce que la rentabilité est la même, donc ton objectif est rempli pour un ingénieur, vas-y c'est bon. Et donc il la voit pas forcément. Il répond à ses mails un peu plus tard, ouais bon vas-y tranquille. Il répond en vacances, ouais ok tranquille. C'est pas le manager qui va te dire non quoi, parce qu'il y a aussi il y a des très très bons managers, je dis pas, qui disent à leurs employés t'as intérêt à couper sinon je t'accueille à ton retour de vacances etc. Il y en a des très très bien, hein. Mais c'est très vicieux en fait parce que l'entreprise aujourd'hui n'encourage pas à cette prévention. Ok. Donc ce sera forcément des collègues en fait qui vont alerter ou la famille, mais parce que vraiment ce que tu décris, t'as l'impression que la personne elle peut pas avoir conscience de ça quoi. C'est très difficile d'en avoir conscience et en fait t'en as conscience quand un jour le matin tu te lèves pas. Ouais.
Mais vraiment, c'est très violent. La prise de conscience en burn-out, c'est un matin, tu pleures, tu pètes un câble, tu hurles, tu te lèves pas, tes jambes, elles répondent plus. Et tu n'y vas plus. Ou alors tu tapes la crise de panique de ta vie dans ta voiture. Et tu te fais très très peur. Et du coup, forcément, tu dis, vas-y, je rentre et j'appelle mon manager et je lui dis, je prends ma journée et je vais chez le médecin faire un arrêt de travail, il n'y a pas de souci. Mais bon. Parce qu'il y a ça là, qu'on oublie dans le burn-out, qu'à chaque fois on dit ouais c'est un coup de déprime, c'est dans ta tête, est-ce que tu veux... Non, en fait c'est physique. Oui. C'est physique, c'est Ouais. dans ta chair. Quand ça devient physique, ça devient trop tard. Comment justement tu fais, à quel moment il faut consulter pour justement ne pas arriver à ce stade-là où là pour le coup on est déjà... Parce que je suppose toi en tant que psychothérapeute, quand ils en sont à ce stade-là, ça va être beaucoup plus difficile de travailler que si jamais ils sont pris en charge plus tôt. Et puis ils veulent pas se faire arrêter. Hein. En plus. Ah là, c'est quoi ? Non, je peux pas me faire arrêter, machin. Pour donner un ordre d'idée, dans ma courte carrière, parce que du coup je suis jeune, j'ai eu 3 burn-out que j'ai pris à temps. Et qui ont pu reprendre en 3 à 4 mois de psychothérapie. Mais 3 et 4 mois d'arrêt du coup. 3 à 4 mois d'arrêt. Ok. Et aujourd'hui, je les suis encore. Il y en a 2-3 que je suis plus parce qu'ils sont totalement remis et ça va mieux. Mais les burn-out que je prends en charge, on est sur du 8 mois d'arrêt. 10 mois. Mes formateurs à l'époque, c'était du 2 ans d'arrêt. 2 ans. Okay. 2 ans. 2 ans de vie. C'est énorme. Et en fait, quand consulter, c'est quand on sent que là, on a du mal à se concentrer. Quand on sent que là, on perd un peu... on se sent un peu plus trop en phase avec son travail. On sent que parfois, à la maison, on a un changement de comportement. Parce que le changement de comportement à la maison, c'est peut-être pas ta famille. Hein. C'est peut-être le travail qui a une incidence chez toi. C'est ce genre de choses-là. Ou alors, t'es juste fatigué. Ou alors, tu sens que t'as besoin de vacances. Ouais, mais si t'as besoin de vacances 365 jours par an, c'est compliqué, quoi. C'est ce genre de choses. C'est aussi des croyances, des petites phrases que tu peux te dire. C'est faut que je travaille, comme on disait tout à l'heure, plus pour avoir la même rentabilité. Ouais, mais non. Ouais, mais là faut que je travaille. Oui, mais là faut que je fasse ça. Oui, mais machin. Et là, l'estime de soi parfois elle baisse. T'as moins confiance en toi dans ton travail. Ce genre de choses. Et t'as des clés du coup pour éviter de tomber dedans? C'est pas évident parce que c'est insidieux le burn-out. C'est extrêmement insidieux. Parfois, c'est des entreprises dans lesquelles les patients sont depuis très longtemps. Ils le voient eux-mêmes pas venir et du coup, c'est très compliqué de prévenir ça. Moi, je pense que la clé qu'on peut avoir, si on veut prendre le problème à la base, c'est nous, en tant que psychologues, faut aller dans les entreprises. Et parce qu'après, nous, on prend ça quand c'est trop tard. Donc, mais en termes de clés... Ok. Ouais, donc vraiment, ouais. Mais et pour les personnes, parce que là c'est plutôt côté thérapeute, côté les personnes en elles-mêmes pour qu'elles détectent les signes. Pour qu'elles détectent les signes, moi j'ai tendance à dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Donc on y va, on va consulter. Mais ne serait-ce, n'allez peut-être pas voir le psychologue si vous n'êtes pas à l'aise. Il y a les médecins traitants, vous les connaissez, eux, parce que nous, ils arrivent, ils ne nous connaissent pas. Allez voir votre médecin traitant. Ça, je pense que c'est le premier réflexe à avoir, même pour toute maladie ou quoi que ce soit. Allez voir votre généraliste, il vous connaît depuis de nombreuses années. Et c'est un repère, quelque part. Ok. Et la différence avec la dépression ? Stress chronique, trouble de l'humeur. Trouble de l'humeur, du coup on n'est pas du tout sur la même chose. Ça n'engage pas les mêmes structures. Maintenant tu peux cumuler burn-out et dépression. Super. Non, c'est pas drôle. Et si on fait le même exercice rapide sur comment tu as des signes que tu es potentiellement en train de faire une dépression et qui nécessitent de consulter. C'est quoi les signes de la dépression. Les 2 plus gros signes de la dépression, c'est évidemment une perte de plaisir au quotidien depuis plus de 2 semaines. Ok. Et une tristesse de l'humeur depuis plus de 2 semaines. Si vous avez l'un de ces 2 trucs, on commence à se poser la question. Parce que la différence avec la déprime, c'est que la déprime, c'est un état passager, c'est un état normal. Évidemment, tu viens de perdre ton chat, oui, t'es déprimé, quoi. T'es en deuil, t'es déprimé. Je différencie aussi le deuil et la dépression, c'est des choses complètement différentes. Et même le deuil pathologique est aussi différent de la dépression. Ça va revenir. Et ensuite, à la suite de ça, il peut y avoir une perte de la volonté, il peut y avoir une perte des activités menées, il peut y avoir une perte de lien social, il peut y avoir une perte avec plein de choses. Donc vraiment, quand on observe un retrait complet de la personne, faut commencer à tilter. Ok. Et pareil, la personne ne peut pas s'en rendre compte d'elle-même avant qu'il soit trop tard en tout cas. Les personnes peuvent s'en rendre compte. Là. Si, parce que tu as moins de volonté à poursuivre les activités du quotidien, tu as moins de motivation, tu fais moins de choses, tu vois que tu n'as plus trop envie de répondre à tes copains, tu sors moins, tu t'enfonces.
tu commences à le voir. Et là, l'intérêt, non, il n'y a aucun intérêt. C'est les femmes iront consulter beaucoup plus rapidement que les hommes. Moi, je crois, tous les hommes que j'ai eus, ils étaient en dépression sévère. Parce qu'il y a encore cette représentation sociale que les femmes dépriment plus que les hommes. Ah oui. Oui, pas le droit de flancher aussi. Non, mais c'est ça revient avec pas le droit de pleurer, pas le droit d'exprimer des émotions. Il y a plus de femmes, les femmes sont plus touchées par la dépression aussi après. Ok, oui, statistiquement. Ouais. Et ça aussi, est-ce que c'est pas faussé parce qu'il y a moins d'hommes qui le déclarent? Non, pas forcément, parce que il y a le système hormonal de la femme qui fait que il y a de la génétique, il y a aussi des données plus fiables, on va dire. Ça marche avec ça. Que l'homme n'a pas le droit d'être faible. Oui, je me doute que c'est pas très très fiable comme données. Bah, écoute, on arrive au bout. On arrive au bout de ce podcast, c'était vachement bien. C'était vachement trop court. Bah, merci à vous. C'est très chouette. C'est bien parce que t'en parles de façon très fluide, quoi. On voit que au-delà d'être ton métier, t'es pédagogue avec, quoi. C'est pas pour rien que t'es sur les réseaux aussi, je pense. Ça fait plaisir, merci. Non, c'est chouette. On sent qu'il y a des beaucoup. sujets qui te tiennent à cœur aussi. On verra sur les ondes audio qu'il y a des pics à des moments. Ouais, c'est vrai, je m'en suis pas rendu compte. Non, mais c'est bien, c'est que t'étais dedans, donc merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.